Alors, deuxième séquence, bienvenue à vous. Projet politique, projet de territoire, concilier développement et sobriété. On était déjà dans le sujet avant, évidemment on va le retrouver ici, agir certes, mais comment agir, comment avancer. Une fois de plus, on a une réforme législative qui pose un rendez-vous à nos documents d'urbanisme, mais les objectifs, ils sont certes quantitatifs, mais globalement, ils ne sont pas atteignables juste en changeant les réglages. Même si on reste à une discussion quantitative, ce moins 50% ne passe pas, juste en déplaçant des curseurs. Il va donc falloir refonder le projet politique avec une question fondamentale qui est comment concilier développement d'un côté, sobriété de l'autre, notamment foncière, mais pas que. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on est aujourd'hui suffisamment nombreux, mais je vais commencer par laisser la parole à Sébastien Maire pour une courte intervention, mais qui nous permettra aussi de poser, voire d'élargir les enjeux, qui dépassent le ZAN. Alors, donnez-nous quelques pistes vers ce que vous appelez une ville sobre, inclusive et créative. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, de votre invitation. Stella, je suis ravi du partenariat que nous avons tissé entre l'association France Ville Durable et la Fédération nationale des Scots. Donc France Ville Durable, en un mot d'où je parle, est une association nationale de parties prenantes professionnelles, publiques et privées de la ville durable, qui a cette spécificité, ce caractère unique au niveau national, d'avoir une composition avec 4 collèges, l'État, qui est très présent dans le fonctionnement, la gouvernance, les travaux de l'association, le ministère de la Transition écologique, celui des collectivités locales, bon avant ils étaient 2, je ne vais pas tous les citer, des agences et des opérateurs de l'État dont vous reconnaissez les logos, je ne vais pas les citer non plus, des collectivités locales et certaines de leurs fédérations, notamment un partenariat fort avec Intercommunalité de France qui est membre fondateur, des entreprises de toute taille et secteur d'activité, et notamment des fédérations professionnelles, en considérant notamment que la transformation écologique d'un territoire, c'est d'abord et avant tout la transformation du modèle économique. C'est la locomotive, c'est ce qui tire, etc. etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis des experts, par exemple la Fédération nationale des agences d'urbanisme, le Conseil national de l'ordre des architectes, celui des notaires, etc. L'ensemble de ces parties prenantes sont réunies pour repérer les meilleurs outils, méthodes, exemples de réalisation sortie de terre, politiques publiques qui permettent d'accélérer les démarches de transformation des territoires. Le mot accélération est très important. Quelque part, il y a un paradigme qui évolue en disant le temps de l'innovation, on n'a plus tellement le temps, 3 ans. Donc est-ce qu'on va se lancer dans des innovations pour inventer encore des choses nouvelles qui vont peut-être sauver le monde d'ici 10 ou 20 ans? Non, on n'a plus le temps. Et par ailleurs, toutes les solutions sont là. On a les solutions aujourd'hui. On sait ce qu'il faut faire. C'est parfaitement documenté. Mais il y a un vrai problème souvent de volonté politique, de projet politique, de vision politique. Et là, cette fameuse question autour de la sobriété dont je vais vous parler aujourd'hui et de l'acceptabilité sociale de la sobriété, il y a aussi quelque chose sur lequel il va falloir avancer, c'est dire la vérité aux habitantes et aux habitants sur ce qui nous arrive dans la figure, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne dit pas la vérité sur ce qui va arriver, non pas aux générations futures, mais à nos enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Si on dit ça, peut-être qu'on sera davantage prêt à revoir nos modèles, à revoir nos trajectoires de manière radicale, parce qu'on n'y arrivera pas autrement, ou en tout cas, on fera semblant. Voilà, donc on m'a dit de me lâcher un peu, en tout cas d'oser prendre du recul, oui, je vais le faire. Je commence par cette notion d'anthropocène, avec un point d'interrogation, parce qu'on est dans un domaine scientifique, donc forcément il y a toujours controverse, est-ce qu'on est déjà dedans, est-ce qu'on ne va pas dedans? Mais surtout pour évoquer, je pense qu'ici il n'y a pas besoin de définir ce qu'on entend par anthropocène devant une telle assemblée, le sujet que si le carbone est sur la table, si la biodiversité commence à être sur la table, il y a cette autre limite planétaire qui conditionne tout autant la vie de nos enfants qu'en 10 ans aujourd'hui quand ils auront notre âge. Et donc, si on retourne la table sur la question du carbone, qu'on arrive à faire autrement, mais qu'on ne traite pas les autres sujets, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On sera exactement au même point dans 10, 20 ou 30 ans. Il y a eu 2 informations qui sont passées complètement à la trappe là, ces derniers mois. Les limites planétaires franchies, le cycle de l'eau douce vient d'être franchi le 29 avril. Alors, c'est pas que ça vient d'être franchi, c'est qu'on vient de mesurer le fait qu'on avait dépassé la frontière et non pas la limite. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
C'est juste le système d'eau potable, hein, enfin le système d'eau qui rend possible toute la vie. Nos activités humaines et économiques ont tellement bouleversé ce cycle naturel qu'aujourd'hui il est complètement perturbé. 3 mois avant, on avait la question des pollutions chimiques dans l'environnement. Les microplastiques qui sont liés à notre surconsommation de biens manufacturés, etc. Les polluants dans l'atmosphère, dans l'eau, dans le sol. Mais ça aussi, c'est une limite pour que Sapiens puisse procréer, pour qu'Homo sapiens puisse procréer. Donc ce petit schéma qui commence dans les sphères professionnelles à être de plus en plus courant, moi je vous invite vraiment à l'utiliser, y compris dans des logiques de planification territoriale, c'est celui des 9 limites planétaires d'habitabilité pour Homo sapiens. Donc on a bien sûr le changement de destination des sols dedans, hein. Alors l'artificialisation, la déforestation, etc. On a aussi l'acidification des océans, etc. Bon, d'habitude, ce qu'on m'a demandé de faire en 10 minutes, je le fais en beaucoup plus longtemps, donc je vais passer. Simplement, ce prisme des limites planétaires, et c'est peut-être pas très politiquement correct de le dire, mais j'assume, est bien plus pertinent que celui des objectifs de développement durable. Qui sont de plus en plus contestés, hein, ne serait-ce que parce que le développement durable est un oxymore. Et que je vais peut-être jouer un rôle un peu particulier dans cette table ronde, mais moi je voudrais vraiment, dans le débat qui suivra, challenger la notion même de développement et de ce qu'on entend par développement. On va se développer jusqu'où? On est déjà surdéveloppé au nord si on regarde ce fameux jour du dépassement. Vous savez, le fameux jour du dépassement, le 7 mai en France, on a consommé beaucoup plus de ressources que la planète ne peut. Et chaque année, on réduit. Mais on va s'arrêter où? Ça va s'arrêter pour nous, hein. Si on ne décide pas de l'arrêter, de toute façon, ça s'arrêtera. Donc la sobriété, ce n'est pas un slogan politique, ce n'est pas une difficulté, c'est notre horizon quoi qu'il arrive. Soit on l'organise et on la planifie, soit on la subit dans quelques années. Si on prend juste le changement climatique, on sait maintenant, ça y est, hein, il a fallu du temps pour que tout le monde reconnaisse que ça existait. Bon, maintenant, ça y est, on y est. On a juste perdu 30 ans, 40 ans. Oui, on en est sûr. Oui, c'est grave. Mais quand même, ce qui est le plus rassurant, c'est qu'on peut encore éviter le pire. Malgré tout, quand on prend conscience de tout ça, et ça y est, la conscience est là, en général, ben voilà, on fait ça. Et business as usual, il n'y a pas l'acceptabilité sociale, on ne veut pas changer la façon dont on voit la vie, dont on voit l'avenir, etc., etc. Pourtant, il va falloir vraiment sortir la tête du sable si on prend conscience de ce qu'est par exemple une vie zéro carbone en 2050. Ce n'est pas un slogan des Amis de la Terre, c'est la stratégie nationale bas carbone de l'État, c'est une obligation réglementaire, ce n'est pas un slogan militant. Si on prend le fonctionnement de notre économie aujourd'hui, 2 tonnes de carbone, c'est-à-dire notre futur droit à émettre du carbone en 2050, si on tient compte de la compensation naturelle des océans et des forêts. On est à 10 tonnes là, hein? Aujourd'hui, 10-11, ouais, 10-11 tonnes à peu près en moyenne. Mais on aura droit à 2. Mais si on prend le fonctionnement de l'économie d'aujourd'hui, nos habitudes, notre mode de vie occidental des pays du Nord, 2 tonnes, c'est quoi? C'est 8000 km en voiture, à peu près autant en avion, c'est 35 mètres carrés chauffés au fioul, c'est moins d'un repas par jour avec de la viande de bœuf, c'est moins de 5 mètres carrés de construction neuve, quelle qu'elle soit, mais ce n'est pas cumulatif, hein. C'est l'un ou l'autre. Si vous choisissez de manger un steak de bœuf par jour, vous avez épuisé la totalité de vos droits à carbone pour vous loger, vous chauffer, vous vêtir, vous déplacer, etc. Si vous construisez selon les modes constructifs d'aujourd'hui un appartement ou une maison de 100 mètres carrés, vous avez épuisé la totalité de vos droits à carbone pour les 20 ans qui suivent, pour manger, vous déplacer, vous vêtir, vous chauffer. Donc les logiques de développement durable, dont on tente péniblement de sortir et qui nous animent depuis 20 ans dans la planification territoriale, étaient un peu trompeuses parce qu'elles laissaient entendre que la ville durable ou le territoire durable de 2050, c'était le même qu'aujourd'hui, verdi dans son fonctionnement grâce à la technologie notamment. Mais ça ne tient pas. La vie en 2050, c'est une autre vision de l'avenir. C'est une redéfinition des imaginaires collectifs de ce que va être le futur. Il faut oser le dire aux habitants. Parce que sinon, on remet des pièces dans la machine qui contribuent. Oui, c'est compliqué, le marché ne va pas être d'accord, j'entendais tout à l'heure et tout ça. Oui, voilà, il va peut-être falloir renverser la table pour faire autrement. Il y a de plus en plus de cadres logiques qui se développent. Je pense qu'ici, vous connaissez ce donut, qui est de plus en plus utilisé par des collectivités locales pour leur planification budgétaire, pour leur planification territoriale. C'est un work in progress, comme on dit, mais on y travaille beaucoup au sein de l'association, notamment avec les exécutifs des collectivités locales et leurs équipes de direction générale. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par la suite. Le donut, en gros, c'est nos activités humaines doivent être simplement comprises entre un plafond qui est celui des limites environnementales,
je vais revenir en arrière quand même, excuse-moi, mais le plafond environnemental, vous retrouvez les 9 limites planétaires qu'on évoquait d'habitabilité, et puis le plancher, c'est l'acceptabilité. Le plancher, c'est évidemment la transition ne peut pas être un prétexte ou un motif à des renoncements ou des retours en arrière sur un certain nombre d'acquis sociaux, d'acquis sanitaires, d'acquis éducatifs, d'acquis démocratiques qui ont été rendus possibles grâce aux énergies fossiles par ailleurs. Donc on peut l'appeler le Paris-Brest parce que certains disent que c'est un peu des anglicismes encore, ça marche aussi avec le Paris-Brest. L'association, pour terminer, que je dirige et qui est présidée par Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, a redéfini ce qu'on entendait par fondamentaux d'une ville ou d'un territoire durable, avec l'ensemble des parties prenantes que j'ai présentées tout à l'heure. Ces 4 concepts, je vais juste dire quelques mots sur sobriété. Si vous êtes intéressé par les 3 autres, recontactez-moi. La sobriété, c'est tout simplement une ville responsable ou un territoire responsable se développer, mais dans le cadre des limites de la planète. Des limites physiques. Ces limites physiques, ce n'est pas un sujet politique. Elles s'imposent à nous. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a la question de la formation qui vient d'être largement évoquée et que je partage complètement. Former les décideurs, les décideuses aux enjeux sur ces questions de sobriété. D'ailleurs, le vocabulaire public évolue fortement. Vous savez que la Smart City a beaucoup de plomb dans l'aile aujourd'hui. Vous reconnaissez ces publications. Un diagonale, c'est la revue du ministère de la Transition écologique. Vous voyez les titres qui sont ici. C'est plus un mot tabou dans la planification territoriale, la sobriété, pas uniquement sur le foncier d'ailleurs, sur les matériaux, l'énergie, l'utilisation des ressources en général. On a même, là encore, c'est édité par le ministère, hein, des mots comme évitement, des mots comme discernement, c'est pas pour rien ces évolutions sémantiques. Ça veut quand même bien dire que si aujourd'hui on a besoin d'éviter ou de discernement, qu'on n'était pas sur les bonnes trajectoires jusqu'ici. Et puis heureusement, il y a plein d'acteurs, et ça bouge, et il y a plein de solutions. Vous connaissez certainement ce manifeste pour une frugalité heureuse et créative qui propose une vision très simple, limpide, notamment pour des élus, sur la façon d'entrevoir leur développement territorial ou leur gestion territoriale. La nouvelle présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes a quand même pris des positions assez fortes en la matière. Alors je n'ai pas voulu empiéter sur le rôle d'animateur de Sylvain, mais je voudrais quand même vous conseiller son bouquin sur l'urbanisme circulaire, qui est exactement dans cette logique-là. J'avais rien demandé. Non, c'était pas prévu, je précise. Mais tu vois, j'ai pas mis le slide avec ta photo et tout ça. Ils sont peut-être ici, mais moi je prends souvent en exemple ce qui a été fait par le SCOT du Grand Douaisis sur la sobriété énergétique, ce jeu-là que j'ai pu consulter. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc il y a des outils, il y a des choses, ça avance. Et puis on a nous notre champion parmi nos adhérents, c'est la communauté de communes d'Argentan dans l'Orne, qui a érigé la sobriété comme leitmotiv de sa stratégie de territoire à tous les niveaux. Au niveau foncier, au niveau énergétique, au niveau des déplacements, au niveau du développement économique, etc., etc. Ça fonctionne très bien et la plupart du temps, c'est source d'amélioration de la qualité de vie. En termes de recommandations, pour terminer, celles qu'on fournit à nos adhérents et sur lesquelles on travaille avec les collectivités locales en termes d'outils, de méthodes, d'indicateurs, d'évaluation, etc. En premier lieu, le pas à franchir, c'est en cours, mais pas partout encore. Hein. Considérer que ces enjeux écologiques ne sont pas un sujet parmi d'autres, mais sont des enjeux supra. Et que la transformation écologique, c'est le cadre logique de tout ce qu'on fait. Mais ce n'est pas une politique parmi d'autres. Donc ça doit être traité par les présidents d'exécutifs dans les collectivités et par les directeurs ou directrices généraux générales des services. C'est à ce niveau-là qu'on doit traiter ces questions écologiques aujourd'hui. Le diagnostic local des enjeux. De plus en plus d'outils se développent aussi. Et je vais citer local et pas national. Un rapport du GIEC, vous le savez, ne va pas vous aider beaucoup dans l'élaboration d'un SCOT. Hein. Le rapport du GIEC, ces chiffres, ces grands trucs régionaux, suprarégionaux, etc. En revanche, moi j'aime beaucoup par exemple ce qu'a fait l'agence d'urbanisme Sud-Loire sur la caractérisation des limites planétaires à l'échelle du Sud-Loire, celle que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a des outils, des méthodes qui se développent. Il y a les GIEC ou les GLEC locaux qui se développent de plus en plus et qui donnent de la data aux décideurs et aux décideuses en disant « Vous êtes en train d'élaborer votre CRTE ou votre stratégie de territoire pour les 10 ans à venir. Mais avez-vous bien conscience de la façon dont votre territoire va évoluer pendant ces 10 ans ? Retrait-gonflement des argiles, sécheresse,
inondations, changement du tissu forestier, évolution de la qualité des sols. Faut l'intégrer dans la planification. Ça tombe bien, ces datas existent de plus en plus aujourd'hui et sont disponibles. Penser systématiquement optimisation, rénovation, réhabilitation ou évolution de l'existant avant le développement de projets nouveaux, et ça c'est valable quel que soit le secteur de l'action publique ou économique, à vrai dire. Penser limite planétaire et pas uniquement énergie, carbone, climat, parce que ce n'est pas suffisant. Considérer l'adaptation et la résilience autant que l'atténuation des phénomènes, ben ça c'est parce qu'on démarre seulement maintenant alors qu'il fallait le faire il y a 40 ans. Donc évidemment, de toute façon, même si on arrête nos émissions de carbone demain par exemple, ben on sait que les 20-30 ans qui viennent vont être extrêmement compliqués pour nos territoires. Donc aujourd'hui, l'adaptation est aussi importante que l'atténuation, quels que soient les phénomènes dont on parle. Et puis se doter bien sûr d'outils d'évaluation ex ante, ex post, d'impact des projets pour les hiérarchiser en amont et peut-être décider que finalement, on ne fera plus tel ou tel projet. Je cite ici, parce que je suis aussi un local de l'étape, j'ai été élu dans cette ville quand j'étais plus jeune, et je cite le syndicat mixte Métabier-Mont-d'Or, pas très loin d'ici, pour le courage qu'a eu le comité syndical il y a quelques mois ou années en disant il devait voter un programme d'investissement pour remettre à niveau les remontées mécaniques. C'est une station de ski de moyenne altitude. Et puis le comité syndical a dit bah, oui, peut-être que ça peut tourner encore 10 ans, 15 ans, mais de toute façon, ça ne tournera pas après. Donc l'argent qu'on était prêt à mettre en investissement sur la rénovation des remontées mécaniques, on ne le fait pas. Par contre, on va l'utiliser dans la modernisation des autres infrastructures touristiques du secteur pour qu'on continue à avoir une économie touristique, mais qu'elle soit décorrélée de la neige. Voilà des décisions courageuses qu'on peut prendre tout de suite, aujourd'hui, pour engager les territoires dans des nouvelles trajectoires. Finalement, la vision du futur qu'on avait quand on était petit, hein, les voitures volantes, etc., bah, c'était une erreur. On s'était trompé, c'est pas compatible avec les ressources et les limites planétaires. Malgré tout, il y a encore les milliardaires qui continuent à travailler sur ça. Hein. Aux États-Unis, on nous présente par exemple ce projet Telosa, une ville totalement nouvelle en plein désert, 400 milliards de dollars, qui est présenté, devinez, zéro carbone. Je ne sais pas quel logiciel ou quel système d'analyse de cycle de vie ils ont utilisé pour arriver à ce calcul, c'est intéressant. Ou est-ce que la vision du futur, c'est plutôt ça? Alors certes, c'est de l'artificialisation, il faut que je trouve un exemple qui soit en rénovation. L'écoquartier labellisé par l'État, hein, écoquartier, des Noé, Val-de-Reuil, Normandie, 100% biosourcé. Zéro technologie, il n'y a pas une VMC, hein. C'est pas la peine, il y a du vent. On n'a peut-être pas besoin de mettre des appareils qui s'encrassent, qui demandent de la maintenance, qui coûtent cher, etc. Cerise sur le gâteau, vous savez, dans la démarche écoquartier, il y a un retour qui est fait plusieurs années après pour savoir ce qu'en pensent les habitants. Est-ce qu'ils vivent bien? Il est dans le top 3 des lieux où on vit le mieux. Il a coûté moins cher qu'un écoquartier normal et il coche toutes les cases des limites planétaires. Donc, c'est possible, on sait faire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce lancement. Alors, comme suggéré par mail sur rns2022@dixit.net, peut-être faut-il quand même préserver le terme de développement parce qu'il est lui-même en transition. Et finalement, c'est même sa définition qui change. On aborde les termes de sobriété, maintenant directement, de planification. Ça vous concerne directement aussi. Pas encore tout à fait de maladaptation, mais je ne doute pas que ça vienne. Limite planétaire d'un côté, de l'autre côté le plancher social. On est bien complètement dans ce débat-là, sur ces questions de sol, de carbone, mais pas seulement. Et c'est aussi vraiment important là-dessus. Alors, Lucas Robin Chevalier, vous êtes responsable des relations institutionnelles d'EDF Renouvelables, donc on va parler d'énergie, parce qu'il faut en parler, on l'a vu évidemment, c'est au centre de tous les enjeux, parce qu'il ne faut pas qu'on se restreigne à des questions trop simples, comme la question consommation d'espace et l'artificialisation des sols. On l'a vu, c'est tellement simple que... quels sont les enjeux énergétiques qui concernent directement nos territoires, puisqu'on est en train de parler à des territoires qui pensent leur avenir? Bonjour à tous, merci pour l'invitation de la Fédération des SCOT, très apprécié. C'est important de parler d'énergie. 2050, neutralité carbone, 2050, zéro artificialisation nette. Mais pour réussir 2050, il faut réussir 2030. Et dans les infrastructures, 2030 c'est demain.
Et c'est particulièrement important quand on sait qu'on a déjà raté 2020. La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir raté ses objectifs énergétiques en 2020. Mais pas raté d'un peu, hein. Raté de 3% quand on s'était mis un objectif de 23% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique final. Donc, il faut accélérer. Comme le disait Sébastien, on sait comment faire, on a les technologies, on a les outils. On a la chance, dans le domaine de l'énergie, d'avoir eu pléthore d'études qui ont été publiées en fin d'année dernière. Vous savez, RTE, dans ces scénarios futurs énergétiques, il sait de quoi il parle, qui s'assure que tout le monde ait l'électricité quand il le souhaite, à tout moment. Vous avez l'ADEME, qui a recréé, à travers ces scénarios bien documentés, un imaginaire collectif. Des scénarios, en gros, sur des choix de société. On va en parler cet après-midi. Voilà. Non, bien sûr, mais je pense que ça complète bien. Et puis, vous avez d'autres organismes aussi. Vous avez le Shift Project, Negawatt, ou encore l'Agence internationale de l'énergie, qui nous disent tous qu'il faut accélérer, qu'il faut transformer, qu'il faut arrêter de procrastiner. Et ça va reposer sur 3 éléments. Le premier, bien évidemment, c'est celui de la sobriété. Et c'est mieux si c'est de la sobriété choisie, plutôt que de la sobriété subie, comme on a déjà connu début avril, quand on nous a demandé un lundi matin de couper l'électricité, parce qu'on était un petit peu juste. Le 2, c'est l'efficacité, évidemment. Il faut qu'on améliore nos process, il faut qu'on évite les déperditions d'énergie, il faut qu'on revoie nos façons de procéder industriellement et dans nos modes de consommation. Et enfin, c'est le décarboné. Et le décarboné avec du nucléaire, qui, vous savez, arrive à une certaine échéance de vie, qui va être prolongée, mais qui ne sera pas prolongée indéfiniment. Et il y aura le lancement d'un nouveau socle nucléaire qui est nécessaire. Mais il y aura aussi du renouvelable. Et ça, c'est le grand enseignement de tous ces scénarios. On a besoin de renouvelables, on a besoin de 50% de renouvelables dans notre mix énergétique. C'est une obligation légale, mais c'est aussi un impératif technico-économique et désormais de sécurité d'approvisionnement. Donc il y a un certain nombre de décisions sans regret qui doivent être prises dans cette décennie. Et clairement, le rythme n'est pas suffisant. Le rythme est encore moins suffisant depuis que nous avons la guerre en Ukraine. Nous devons électrifier massivement nos usages et notre société. Et donc pour cela, eh bien, il faut commencer par ne pas opposer les différents chantiers que je viens de citer. Ce n'est pas d'abord de la sobriété, puis on fera des énergies renouvelables. Ce n'est pas d'abord de l'efficacité, puis après, éventuellement, on baissera nos consommations. Non, non, il faut tout mener de front. C'est malheureusement pas à la carte. Dans le domaine des infrastructures, puisque le groupe EDF mène effectivement des projets éoliens, des projets solaires, des projets de stockage d'électricité, puisqu'ils viendront s'accompagner, des projets hydroélectriques, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a dans le paysage français depuis assez longtemps. Eh bien, les temps de développement, je ne vous apprends rien, c'est entre 5 et 10 ans, avec une bonne partie qui est destinée à de la planification, de la concertation, parfois, et une grande partie, du traitement des recours contre les autorisations de ces projets. C'est à peu près la moitié d'ailleurs sur ce dernier volet. Donc ça c'est un vrai enjeu. Et c'est dû à une chose qui est assez claire, c'est que nos concitoyens ne sont pas conscients des impératifs qui sont devant eux. Mais également, il y a des soucis de forme. Et donc là, j'y viens. L'objectif, c'est de sortir de 3 contradictions. La première des contradictions, c'est de sortir de la contradiction entre objectifs nationaux et vitesse à laquelle on est capable de déployer au niveau de nos procédures administratives, qui sont très lentes. Il faut à peu près 2 ans et demi pour instruire administrativement un projet solaire de 5 mégawatts. Voilà. Au regard des enjeux, on pourra y revenir sur le ZAN,
c'est quand même énorme. Une contradiction entre politique de l'énergie et politique en matière de biodiversité et de paysage. J'y reviendrai. Et enfin, une contradiction entre le discours affiché et la réalité du terrain. Le jeu de ping-pong entre le nucléaire et l'éolien, tous les pro-nucléaires sont fortement anti-éoliens, tous les anti-éoliens sont forcément pro-nucléaires, c'est problématique, surtout quand on regarde comment ça se passe au niveau des territoires. Les gens qui ont une centrale nucléaire à côté de chez eux ont l'air, dans leur globalité, plutôt bien. Les gens qui ont un parc éolien à côté de chez eux, après plusieurs années, ne sont plus dans une opposition, à partir du moment où ils ont compris à quoi cela servait. Et donc pour cela, il va falloir d'une certaine manière planifier, parce que c'est le nouveau mot qui est sorti dans le débat public, et je pense que le SCOT est vraiment la bonne échelle. C'est l'échelle du bassin de vie, c'est l'échelle... Peut-être avant qu'on arrive, qu'on atterrisse au SCOT, qu'on atterrisse au local, parce qu'il y avait un point notamment qui me semble vraiment important dans la discussion, parce que moi j'en ai réalisé l'importance, c'est de dire on a un mix énergétique sur lequel on va continuer à s'étriper, hein, pas de souci, on va avoir des débats nationaux sur le nucléaire, voilà. Mais nous concernant là, dans notre petit sujet de discussion ici, la part des ENR, c'est une responsabilité locale. C'est des énergies décentralisées qui prennent de la place, et donc on est bien sur le cœur de nos sujets, qui sont la spatialisation des activités humaines dans nos territoires. Est-ce qu'on peut partager, un peu réaliser l'ampleur des besoins si on veut être à ce rendez-vous de 2050, auquel il faudra bien qu'on soit, hein, c'est quoi les ENR dans le territoire? J'allais venir, parce que je pense que c'est le territoire, et le territoire c'est un bassin de vie, et donc c'est pour ça que le SCOT est important. Pour bien comprendre, l'Europe nous demande, avec cette situation ukrainienne, de multiplier par 3 nos capacités solaires en Europe d'ici 2025. Et de multiplier par 3 nos capacités éoliennes, à la fois à terre et en mer, d'ici 2030. Donc c'est gigantesque. Et ça, c'est indépendamment du socle de nucléaire qu'on conservera. L'objectif, c'est aussi de fermer les dernières centrales fossiles que nous avons aujourd'hui en France, qui tournent, parce que nous n'avons pas assez développé les énergies renouvelables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le régulateur, la Commission de régulation de l'énergie. Et ça a un impact aussi sur le budget des ménages. Donc, les solutions, ce n'est pas uniquement des objectifs nationaux, sinon on serait uniquement dans une politique virtuelle. C'est évidemment le développement au niveau local, au bassin de vie, et le SCOT est bien. C'est la bonne échelle. En tout cas, nous, en tant qu'opérateurs, surtout quand on développe des projets éoliens, qui est clairement un objet important, on ne peut pas réfléchir uniquement à l'échelle de la commune. C'est impossible. Et donc, ce qu'on aime bien au niveau du SCOT, c'est qu'on est un peu vous êtes un peu les gestionnaires des communs, les communeurs, sans vouloir faire d'anglicisme. Et donc, l'énergie fait partie des communs. Donc, il est nécessaire d'avoir cette discussion à cette échelle. Donc, il faut planifier. Mais planifier, ça veut dire, ça passe par de la participation. À l'inverse, la participation ne doit pas atterrir sur une paralysie. Donc, nous, en tant qu'opérateurs, ce qui nous embête, c'est les différentes strates de concertation. Si on n'arrive qu'à la plus petite strate, on va créer évidemment des oppositions. Donc ce qui est bien au niveau du SCOT, c'est qu'on est capable de redescendre avec une logique. Et ce qui va être très important, c'est cette notion de paysage finalement. Parce que les énergies renouvelables, c'est quoi en fait au final? C'est arrêter d'invisibiliser l'énergie. C'est remettre de l'énergie dans le paysage, des choses qu'on avait externalisées dans d'autres pays par la production de fossiles et qu'on a besoin de ramener désormais dans le pays pour des questions de résilience, également un peu de développement économique et pour des raisons aussi d'objectifs climatiques. Donc, ça, je vous renvoie d'ailleurs à des travaux qui sont très intéressants de la chaire Paysage-Énergie de l'École nationale supérieure du paysage et du collectif du paysage de l'après-pétrole qui mène des expérimentations, qui accompagnent des SCOT, qui considèrent d'ailleurs que c'est la très bonne échelle. Et donc,
Si je peux finir sur un mot par rapport aux SCOT, les SCOT, c'est vraiment un outil de dialogue, un outil de solidarité interterritoriale. Et sur l'énergie, on doit vraiment passer sur un outil, sur un SCOT d'un SCOT défensif à un SCOT d'accompagnement. C'est très important pour résoudre ce sujet d'acceptabilité, mot que d'ailleurs je n'apprécie pas trop, qu'il faut changer. L'ADEME préfère désormais parler d'un triptyque, celui de la désirabilité, qui passe par l'information nationale et l'information locale, de la faisabilité, on ne peut pas faire tout partout et n'importe comment, et des conditions de réalisation. Et là, c'est vraiment les SCOT qui doivent définir quelles sont ces conditions de réalisation. Merci. Donc des besoins de spatialisation importants, on parle de dizaines de milliers d'hectares, de ces ENR, et une responsabilité locale, le besoin de comprendre aussi les besoins locaux, en termes énergétiques, au-delà de spatialiser cette offre et cette production, et donc des sujets de conversation avec les opérateurs, et vous le faisiez aussi, une invitation à dialoguer tôt finalement, y compris sur la compréhension des enjeux de ces besoins, à la fois de la population, de l'activité économique, mais aussi les besoins d'implantation des secteurs de la production. Autre besoin, ceux des entreprises. Marion Hunal, vous êtes directrice du logement au MEDEF. Alors, vous représentez le MEDEF, et déjà, pourquoi est-ce que le MEDEF s'intéresse au projet de territoire? Ça va marcher là. Prenez l'autre. Voilà, laissez-les brancher. Ouais. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Et je commence déjà par vous dire qu'Elisabeth Grenin, présidente du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté, qui sera une de vos interlocutrices et alliée dans vos projets, regrette de ne pas pouvoir être là. Alors pourquoi le MEDEF dans un projet de territoire? Qu'est-ce que c'est le MEDEF? Le MEDEF, c'est 96 fédérations professionnelles organisées en filières. Filières qui, bien sûr, dans une phase d'adaptation du marché complète sur la transition écologique, travaillent à leurs évolutions de pratiques, à l'évolution des métiers, des concepts, de la manière de manager, de la manière de construire les établissements, la manière de s'implanter. Et on est là dans un mouvement qui est réel. C'est également 110 implantations territoriales avec donc les MEDEF territoriaux qui sont vos interlocuteurs et qui ont plus de 190 000 entreprises adhérentes représentant 10 millions de salariés sur 48 millions d'actifs. Ça fait beaucoup. Le MEDEF est également, et je remercie le président d'Action Logement Franche-Comté qui est ici présent, le MEDEF participe à la gestion du paritaire du 1% patronal et donc préside l'ensemble du groupe Action Logement et de ses filiales. Et je précise parce que je trouve qu'il y a beaucoup, à l'heure de la parité, peut-être une touche féminine va donner un peu plus de joie de vivre au propos. Il y a beaucoup de tension dans ce propos, très masculin, peut-être très masculine cette tension. On est à l'heure de la RSE, des sociétés à mission, et le groupe Action Logement est en train de permettre à la cinquantaine de filiales de SH de devenir société à mission. Donc tout ça explique que le MEDEF, et je suis Sherpa, la commission croissance et territoire, qui est coprésidée par Olivier Saleron, donc président de la Fédération française du bâtiment, et Sophie Garcia, présidente du MEDEF Occitanie. Bien sûr, le MEDEF a toute sa place dans ce que nous appelons la quadrature du lien emploi-logement, puisque le logement lui-même n'existe pas, enfin, c'est le lieu où l'on vit, mais on ne vit pas enfermé dans son logement. Le lien emploi-logement, formation, développement. Et donc, si on revient aux travaux récents, évidemment, et qu'on territorialise ces enjeux, la question de la mutualisation des équipements dans le calcul du bilan foncier qui va animer beaucoup de discussions lors des conférences de Scott et des débats sur qui prend quelle part à quoi, bien évidemment, ça va entrer en compte. Dernier point qui est très important, on n'en a pas du tout parlé alors que l'intervenant du CEREMA disait que finalement c'est peut-être pas l'activité qui consomme le plus de terres artificialisées ou artificialisables.
Moi, je rappelle juste que nous sommes à l'ère du décret tertiaire, que donc toutes les entreprises qui occupent plus de 1000 m² sont en marche pour saisir, d'ici septembre 2022, sur la plateforme Opéra de l'ADEME, leur consommation de référence avec une trajectoire qui est inscrite pour aller jusqu'à 50% d'économie d'énergie finale. Et ça, c'est important. Donc, les entreprises, bien sûr, sur les budgets locaux, on sait très bien qu'il y a une contribution à la valeur ajoutée économique qui vient participer au fonctionnement d'ensemble et à l'investissement local. Donc, le MEDEF a non seulement toute sa place, mais se réjouit des liens qu'il a commencé à nourrir avec la Fédération nationale des SCOT, puisqu'en fait, nous engageons un projet conjoint qui est en train de maturer pour devenir partenaire, se consultant au long terme, redonner sur les territoires une place à l'entreprise. Dernier point, je veux juste réagir un tout petit peu. 85 000 réfugiés ukrainiens. Dans les statistiques qu'on a montrées sur le logement, quand j'étais au commissariat au plan il y a 16 ans sur la question logement, je montrais que dans le calcul des besoins en logement, il y avait des impasses qui étaient faites depuis quelques années, et notamment sur l'accueil des flux d'origine extérieure. Donc ça, c'est un flux à prendre en compte. Deuxième flux à prendre en compte, étude EY récente sur le baromètre de l'attractivité de la France. C'est un des pays les plus attractifs du territoire européen en termes d'implantation d'entreprises. On en a eu 1222 entre 2019 et 2020. La crise Covid et notre dépendance en fait à une mondialisation fortement délocalisée a suscité en fait des révisions de stratégie, et on voit que presque la moitié des réimplantations se fait dans des communes de moins de 50 000 habitants. En même temps, on a toute la mutation du commerce qui s'opère et qu'on connaît, avec des schémas logistiques qui évoluent et qui vont donc depuis peu être obligatoirement combinés avec l'ensemble des schémas qui viennent nourrir la réflexion sur les schémas de cohérence territoriale. Et donc, tout ça n'est pas du tout neutre, sans mauvais jeu de mots, sur l'importance du dialogue que nous pouvons avoir ensemble, parce que, quelle que soit la vision qu'on ait du développement, et bien sûr, le MEDEF s'inscrit dans la transition écologique et fait tout ce qu'il peut pour l'accompagner. Il existe un pôle transition écologique au MEDEF, un pôle nouveaux enjeux de l'entreprise. On ne peut pas, une entreprise qui regarde dans le rétroviseur est appelée à déposer le bilan à un moment ou à un autre, donc ce n'est pas l'objectif des parties prenantes. En revanche, l'objectif est de savoir comment le faire ensemble en restant positif. Je dis juste en conclusion, moi j'ai des attaches byzantines de très longue date. Je me souviens de 1975, quand M. Schwint a dit qu'on n'entrerait plus en voiture dans la boucle du Doubs et qu'il y aurait des bus, 1975, il y a presque 50 ans, et qu'il y aurait des autobus à la demande. C'était la quasi-révolution, donc c'est quelque chose qui paraît tout à fait normal, on l'a même oublié aujourd'hui. Donc c'est un beau défi, une forte capacité d'adaptation, une capacité de renouvellement pour l'ensemble de nos générations, y compris la nôtre en termes de culture, et nous y croyons très fort. Merci beaucoup. Donc on a vu des sujets de conversation qui dépassent la question de la spatialisation des entreprises, et du développement économique, certes celui-ci, mais aussi ces changements, ces évolutions. Les questions logistiques, mais plus globalement les questions de réindustrialisation, mais aussi le logement des salariés, mais aussi l'attractivité des territoires. Et donc un appel à dialoguer, alors nationalement, mais je traduis aussi localement, avec les instances du MEDEF comme pouvant faire partie des parties prenantes d'un dialogue SCOT. Alors on va atterrir, parce qu'il faut qu'on atterrisse sur les territoires. L'objet, c'est pas que de poser les enjeux, les besoins des territoires, c'est comment est-ce qu'on atterrit localement, comment est-ce qu'on fait que on se met d'accord finalement sur ce projet politique, et on l'a vu,
Il faut fonder une culture commune, il faut arriver à tous se poser la bonne question déjà. Je pense que c'est un pas important. Alors, Gilles Tizy, vous êtes vice-président du SCOT Sud-Loire et vice-président de Saint-Étienne Métropole. Et vous, alors pour vous faciliter la tâche, vous menez en parallèle un SCOT et un PLUI. Donc vous êtes confronté très directement à cette question du comment est-ce qu'on fonde un projet politique commun localement. C'est sans doute pas très simple. Alors comment faites-vous ? Quelle peut être la méthode pour avancer ? Bien, bonjour à tous. Alors j'avais prévu une intervention, mais au vu de ce qui s'est dit... L'autre micro ? Oui, je voulais vous dire que j'avais prévu une intervention que je vais légèrement modifier au vu de ce qui s'est dit précédemment pour plutôt insister sur les difficultés qu'on rencontre à la mise en œuvre. Voilà. Donc je vais dire que je vais insister sur les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui encore. Alors juste une toute petite présentation. Le SCOT Sud-Loire, c'est 4 PCI. On est dans l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, donc 2 grosses métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui influent beaucoup sur notre territoire. 198 communes, donc la ville-centre, Saint-Étienne, 180 000 habitants, et les plus petites communes aux alentours de 200, donc beaucoup de territoires très, très ruraux. On représente les 2/3 du département de la Loire en termes de superficie et les 3/4 en termes de population. Et ça représente à peu près entre 220 et 230 000 emplois, donc quelque chose d'assez conséquent. Bien. En fait, c'est nous qui entendons très mal avec ce micro. Alors, je prends celui-ci. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous le connaissez tous, diagnostic, enjeu. On est en train aujourd'hui de travailler sur le PASS. Et on a aujourd'hui, on va dire, 3 grandes thématiques. Donc, c'est répondre à l'urgence climatique. Donc, c'est essentiellement les questions liées au changement, à la résilience, à l'adaptation, aux transitions, à tout ça. On parle beaucoup d'eau, on parle beaucoup d'agriculture et aussi de mix énergétique dans ce chapitre-là. Et puis le deuxième chapitre, ça va être promouvoir une armature territoriale garante de la proximité et affirmer l'attractivité de Sud-Loire. Donc là, on parle de sobriété foncière, mais on parle aussi de nouvelles zones d'habitat, de nouvelles zones économiques et comment les concevoir. Et puis le troisième chapitre, ça sera d'être au plus près de nos habitants, donc plutôt des questions de santé, de mobilité, enfin toutes ces petites choses que vous connaissez tous. Et je vais surtout insister sur les quelques éléments clés de réussite qu'on peut avoir, mis en exergue sur ce territoire-ci. Mais on prend aussi les difficultés qui nous intéressent. Les difficultés, ça arrive tout de suite après. Il y a plus de difficultés que de clés de réussite. Alors une qui est évidente, c'est qu'on travaille les 2 documents en même temps, le SCOT et puis le PLUI. Qui ne sont pas à la même échelle. Qui ne sont pas à la même échelle, ouais. Le PLUI, c'est Saint-Étienne Métropole, 53 communes. Et le SCOT, c'est 198 communes, 4 PCI, dont une autre qui a déjà lancé un PLUI il y a quelques années et qui est en phase d'enquête publique. Donc il devrait être véritablement exécutoire à la fin de cette année-ci. Donc c'est des travaux qui sont menés de manière concomitante. Alors nous, au niveau PLUI, on est en léger décalage de manière à pouvoir bien avoir le cadre du SCOT avec nous, mais des réflexions qui sont communes dans une même logique et qui vont tendre vers un même projet. Et quand on parle de projet au niveau du SCOT, des PLU communaux ou de PLU, moi j'ai une toute petite expérience puisqu'il n'y a pas très longtemps que je m'occupe de ces questions-là, mais quand je suis amené à émettre des avis au niveau du SCOT, au niveau de PLU de communes limitrophes, voire de structures beaucoup plus importantes, je suis un petit peu ébahi parce que je ne trouve pas qu'il y ait de projet. Jusqu'à présent, ce que l'on voit plutôt, c'est qu'il y a une exigence réglementaire et que les gens qui sont emparés de ce document-là font en sorte que rien ne soit impossible ou que toutes les communes trouvent satisfaction. Et ça, ce n'est pas ce que j'appelle un projet. Et donc aujourd'hui, il faut un peu mieux réfléchir. Et donc ce travail de projet, cette définition qu'on est en train de mener, c'est un vrai travail d'élu. Donc on fait des ateliers, on essaye de mettre le plus grand nombre autour de la table, et vous verrez que c'est une difficulté. On a 4 PCI, mais on a plutôt réfléchi par sectorisation, par territoire. Donc on a ce qu'on appelle le secteur central, autour de la ville-centre. On a les fonds de vallée, donc la vallée du Gier, la vallée de Lontaine, qui sont des vieilles vallées industrialisées avec de forts enjeux de requalification de friches, de rénovation urbaine. On a le secteur de la plaine, qui est très attractif, et on le voyait très bien sur les cartes qui nous ont été présentées, en termes de logements futurs potentiels. Et puis les secteurs de montagne, puisqu'on a des montagnes un petit peu partout. On a les monts du Lyonnais, les monts du Forêt, les monts de la Madeleine, etc. Le parc naturel régional du Pilat, qui est aussi présent.
On a une clé de réussite qui est le fait d'avoir une agence d'urbanisme, donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui est pure, qui travaille sur les deux documents et qui est très actif, tant au niveau des données qui nous sont fournies que de la méthodologie pour effectivement faire en sorte que ce travail-ci vienne des élus. On a un SCOT qui est en vigueur sur un territoire beaucoup plus petit actuellement, mais auquel on reproche que ça soit un travail de technicien qui a été fait, donc un travail de technicien compétent, mais qui est un travail qui est plus universitaire, si je peux le qualifier ainsi. Et les élus, précédemment, n'avaient pas, je ne sais pas, compris la portée d'un tel document sur leur territoire. Et donc, on y viendra dans les difficultés. Ouais. Et donc, le projet, ça doit être l'élément clé. Et contrairement à ce que l'on a fait jusqu'à présent, on n'a pas défini, pour l'instant, d'ambition démographique. Cette ambition-là viendra plus tard, au vu du projet qu'on aura véritablement arrêté. Et puis, une clé de réussite, mais je crois que c'est mon collègue qui va en parler juste après, c'est la concertation. Et donc là, c'est effectivement quelque chose d'important. Et malheureusement, ça arrive chez moi comme une difficulté rencontrée, puisqu'on a énormément de mal à mobiliser les élus à l'échelle du SCOT. C'est beaucoup plus facile au niveau de mon EPCI, parce que je pense qu'il y a une relation de cause à effet qui semble beaucoup plus directe, puisque c'est l'endroit où on parle de toutes les politiques métropolitaines qu'on veut porter, et il semble que cette politique de planification d'aménagement du territoire au niveau du SCOT ne soit pas suffisamment ressentie encore. Alors ça vient peut-être du fait qu'il y a eu le Covid, que les nouveaux exécutifs n'ont pas eu de possibilité beaucoup de se mobiliser, on va dire en termes d'intercommunalité, en dehors de visioconférences, et ça n'arrange pas forcément les choses. Un point sur lequel je veux beaucoup insister, c'est la méconnaissance de la réglementation, y compris le ZAN. Je fais le tour, moi, actuellement, des 53 communes, je l'ai pratiquement fini, mais je suis ébahi par le niveau de connaissance des maires et encore plus des élus communaux. Alors j'en appelle certains, moi, c'est des pots de fleurs. Donc ils viennent aux conseils municipaux, c'est oui ou non, mais sans savoir les tenants et les aboutissants, et ces gens-là sont à mille lieues des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Et je ne parle même pas des habitants. Lorsqu'on va tomber au niveau du citoyen lambda et qu'on va lui annoncer ce à quoi on se prépare, mais ça va être une révolution culturelle sur laquelle ils ne sont pas du tout préparés. Autre difficulté, c'est de dire que nos documents de planification au niveau du SCOT ou du PLUI, ça ne répond pas à toutes les problématiques. Quand je vais dans les conseils municipaux, que je dis qu'il va falloir appliquer le ZAN, réduire la consommation foncière, les premières questions que j'ai, mais qu'est-ce qu'il en sera de l'installation de mes nouveaux agriculteurs? Quid de mon école? Quid de mes commerces? Et notre document d'aménagement peut fournir des outils, mais pas forcément toutes les réponses. C'est les autres politiques, qu'elles soient intercommunales, régionales, départementales, qui peuvent y répondre. Et puis la grosse difficulté, c'est qu'il faut qu'on fasse preuve de pédagogie. Je vous ai dit que beaucoup ne connaissaient pas. Et on va droit dans le mur si effectivement on n'a pas cette étape d'information des élus, mais aussi de la population. Et moi qui porte ce message aujourd'hui, j'ai bien souvent des réactions qui me disent tu es passé de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, étant maire d'une commune de 700 habitants, maire rural, quand je dis qu'il faut limiter la consommation dans nos communes, je suis passé du côté noir, du côté obscur, je ne sais pas trop, mais c'est quelque chose que je ressens, quoi. Vous avez fait transition, en fait. Pardon ? Vous avez fait votre transition personnelle. Voilà. Mais récemment. Pas quand je suis passé maire il y a quelques années, c'était pas ça, j'étais pas dans cette optique-là. Alors si je poursuis encore quelques difficultés, peut-être un leitmotiv qui est à savoir, qui est de dire qu'il ne suffit pas de promulguer une loi pour que les mentalités changent. Ça, c'est important. C'est pas parce que c'est écrit quelque part que les gens vont l'accepter ou le comprendre. Donc il faut effectivement beaucoup expliquer. Et moi-même, qui suis relativement investi, comme vous-même, là on peut dire qu'on est entre nous, entre personnes sensibilisées et investies, mais il faut bien prendre conscience qu'il y a un réel décalage qui est énorme entre nous qui travaillons sur ces sujets et les personnes sur qui ça va s'appliquer. Donc peut-être c'est à l'État de faire ce travail un petit peu de pédagogie, trouver la façon de travailler avec les élus. Alors je reviens sur l'intervention de M. Chrétien tout à l'heure qui parlait de la formation des élus. Je suis quand même maire depuis 2001.
en mars 2001, et en avril, j'ai reçu mon député, qui est venu voir ce qu'il faudrait qu'il porte comme message à l'Assemblée par rapport à mon arrivée, on va dire, dans la sphère politique. La première chose que j'ai dit, c'est il faut former les élus. Peut-être qu'il faut 1 mois, 2 mois, entre le fait qu'on soit élu et le fait qu'on arrive à prendre main sur les décisions locales, pour savoir comment ça parle. Je peux vous donner plein d'anecdotes sur des élus qui sont complètement déconnectés de quelles sont les compétences communales et les compétences intercommunales, par exemple. Et la deuxième chose que j'avais dit, c'est que bien souvent, au niveau des élus, c'est toujours les mêmes personnes, corps de métier qu'on trouve, et donc il fallait peut-être revoir les indemnités. Alors je fais une toute petite parenthèse, mais pourquoi pas imaginer que le type qui est élu maire quitte son travail et son indemnité soit la même que celui qu'il avait dans la sphère privée. Comme ça, il n'y a pas de recherche de gain, je retrouve le même niveau de mode de vie et je peux m'investir en politique. Et puis une question qui revient tout le temps dans toutes les rencontres que je peux faire au niveau des conseils municipaux, qui a commencé à être évoquée tout à l'heure, alors je crois que c'est M. Chrétien aussi qui l'a dit, c'est que certains me disent « moi, j'ai déjà fait des efforts, et j'ai déjà fait des efforts depuis un bon nombre d'années. Par contre, le territoire voisin, la commune voisine, elle, n'est pas à ce niveau d'exigence. Et donc, si on fait 50% partout, on va coordonner un bon point au mauvais élève ou celui qui n'a pas cherché à appliquer une politique qui ne lui convenait pas. Donc effectivement, la réponse est dans l'intercommunalité et cette réduction de 50% ne s'appliquera pas de la même façon sur tous les territoires, sur toutes les communes. Et puis la dernière chose qu'on me dit, c'est bien simple, si au niveau de Saint-Étienne Métropole, 53 communes, on le fait, mais que les intercommunalités voisines ne s'y résignent pas, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont arc-boutés contre ce principe de réduction, eh bien, qui est-ce qui va réguler un petit peu tout ça? Donc moi, je n'ai pas la réponse, mais il faut savoir que les élus locaux que nous sommes, on n'a pas forcément envie d'endosser le costume de gendarme pour aller taper sur les doigts de l'autre élu local avec qui on travaille le reste de l'année, quoi. On a aussi d'autres sujets à traiter que celui-ci, et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là un petit peu supracommunal, supra-EPCI, pour dire, vous, effectivement, vous ne respectez pas cette réduction de la consommation, et voilà ce que je vous impose derrière. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, au travers de votre propos. Oui, tout à fait. Vous avez esquissé le début d'un parcours personnel, de transition, on l'appellera comme on veut. On est en train de redéfinir le terme de développement, donc voilà. Et vous ne partez pas de l'équation démographique dans vos réflexions, pour y finir sans doute, mais vous ne partez pas de là. Il y a besoin de ce socle culturel commun, d'information, de formation technique, compréhension du cadre législatif haute, mais d'un socle culturel commun, et peut-être qu'on peut tous s'inspirer de nos propres parcours personnels, pour comprendre ce qui a fait déclic à un moment, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut déployer ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'incarnation politique du document pour faire projet. Sortir d'un document qui pourrait n'être que technique, d'articuler les outils, donc de jouer collectif, ça en fait des choses. On a donc un besoin de pédagogie pour les élus locaux, mais aussi la population. Là, on parlait des maires, où c'était déjà complexe. Donc il y a un travail extrêmement important. Sans doute, est-ce que la loi climat résilience marque plutôt le début d'un processus et pas son achèvement? Alors, achèvement d'un processus ou début de la vie d'un document, Nicolas Asselet, qui vient de finir. Donc vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération territoire vendômois, donc président du SCOT, qui vient d'être voté. Je pense qu'on peut l'applaudir. La semaine dernière. Donc ça veut dire qu'on peut finir un tel processus. Fin d'un processus ou début d'un autre. En tout cas, il y avait cette question de comment faire projet, comment faire un projet territorial et donc un projet politique. Rentrons dans les méthodes. Ça a déjà été esquissé avant. Il y a des enjeux de concertation là-dessus. Comment vous avez fait? On a placé... Et bonsoir. On aime bien, une fois de plus, on aime bien aussi ce qui ne marche pas. On est entre nous. Oui, évidemment. Enfin, je ne vais pas présenter, bonjour à tous, pardon, quelque chose d'idéal et
j'ai pas la prétention de l'exemplarité, mais la prétention d'être un exemple à partager de la démarche qui était celle du SCOT des territoires du Grand Vendômois. On est parti d'un SCOT de 22 communes autour de Vendôme, lancé dès la loi SRU, voté en 2007 de manière volontaire. Il n'y avait pas d'obligation pour ce territoire de le couvrir, à la prescription d'une révision et extension à l'échelle de l'arrondissement en 2017. Et en 5 ans, voilà, mercredi, la semaine dernière, nous avons approuvé le fruit de ce SCOT, et j'avais choisi, et le bureau qui m'accompagne l'avait décidé aussi, de mettre une place importante à la concertation pour mobiliser entreprises, associations, populations, les élus locaux, de plein de manières différentes, pour que chacun trouve le point de contact qui lui correspond par rapport à ce qu'il a envie de faire. Et la dimension de la formation a été vraiment très importante les 3 premières années de 2014 à 2017. On a vraiment pris ce temps d'acculturation, de formation, en s'appuyant sur la DDT, en s'appuyant sur les techniciens de nos collectivités, en apportant au moins une fois par an le témoignage d'un SCOT voisin qui est venu vraiment témoigner de son expérience auprès de l'ensemble des maires. On a institué une conférence des maires dès le début de la démarche, bien avant l'extension du syndicat. Donc il y en avait une un peu tacite, mais pour partager avec ce premier échelon de démocratie de proximité qu'est le maire. Alors évidemment, qui était invité à venir avec des conseillers municipaux qui le souhaitaient. Enfin, il n'y avait pas de limite dans le nombre de participants, mais de partager cette culture commune. Ça sert à quoi un SCOT? Qu'est-ce que ça peut apporter au territoire? Pour aboutir à cette prescription en 2017 de lancement d'un SCOT nouveau. Et tout au long de la démarche du SCOT, et pas à la fin de chaque phase, mais au début de chaque phase, la concertation avait une place capitale. D'ateliers publics. Les réunions publiques que j'ai animées, ce n'est pas des réunions publiques où il y a un président qui cause 3/4 d'heure avec sa tête, intelligemment, qu'il le pense, et où le public pose des questions avec sa tête. Non, c'est que j'ai causé 5 minutes, après on s'est levé, on a bossé, on a échangé, on s'est projeté pour, sur la phase diagnostique, discerner ce que c'est que ce territoire vécu, et sur la phase PADD, mais je vous en dirai 2 mots après, on arrive au territoire désiré. J'ai entendu parler de désir tout à l'heure, et c'était vraiment cet élément d'ambition et de réalisme de marcher sur nos 2 pieds. Et tout cet apport public qu'on a fait dans les différentes parties du territoire, le syndicat regroupe 4 EPCI avec 3 EPCI avec en gros 4 bassins de vie de proximité, donc on a toujours démultiplié en 4 chacune de nos initiatives, plus des versions digitales pour contribuer. Et ça a été vraiment des temps hyper riches, et le document que nous avons approuvé mercredi est vraiment pétri de ce qu'il vient, vraiment de ce que la population a envie de vivre. On a vraiment un exemple que cette démocratie participative qui participe de la démocratie représentative et la nourrit, ne s'oppose pas l'une à l'autre, mais vraiment la nourrit est légitime. De surcroît, la mission d'élu de rassembler tout ce qu'il vient du terrain pour en faire l'ambition collective. Et on l'a vraiment vécu de cette manière-là, avec des choses très concrètes, de dessiner sur la carte des équipements, des cheminements, la manière d'aménager les bourgs, ce que l'on souhaite vivre, ce que l'on souhaite faire vivre pendant les vacances prochaines à ses petits-enfants. Enfin voilà, des choses très concrètes. L'enjeu, c'est qu'on a voulu que ce soit un SCOT très incarné dans ce territoire rural. La ville-centre Vendôme, c'est 17 000 habitants, donc c'est une petite ville à la campagne, donc c'est un territoire intégralement rural, mais qui porte cette ambition de la ruralité du XXIe siècle. Pas la ruralité, pas édulcorée, mais fantasmée de naguère. On a aussi mobilisé les entreprises, les associations autour de carrefours d'acteurs du territoire, de manière là aussi volontaire, sur les mêmes thématiques. Donc, et de manière participative, de la même manière, on a 2 collectifs d'entreprises, et où là, je n'ai pas attendu qu'ils me sollicitent. Moi, je leur ai dit, je souhaite animer un atelier avec vous au cours d'une de vos réunions, qui regroupe la majorité des entreprises du territoire. Donc, j'ai animé 3 réunions avec ce collectif pour faire remonter vraiment ce qu'est cette ambition, ce qu'est pas le besoin. Parce que si on parle de besoin, ça répond à moyen. Le SCOT, ce n'est pas un document réglementaire, c'est un document de stratégie. Et donc, il doit traduire vraiment cette ambition. Et donc, les entreprises, les associations ont vraiment fait remonter autour de leur projet de développement, comment ils voient leur avenir et comment le territoire peut accompagner justement ces projets et cet avenir. Et c'est par ces mots-là que j'ai
conclut la phase d'élaboration après l'approbation de mercredi dernier en disant « Le SCOT désormais a vocation à accompagner l'ensemble des projets sur le territoire. Le plus en amont possible, pas à la fin où on est acculé à regarder de manière abusivement réglementaire, c'est conforme, c'est pas conforme. Ah, pas de bol si c'est pas conforme, c'est-à-dire on repart à zéro. Plus on accompagne dès le début en infusant les projets, le territoire de ce travail, et mieux c'est. Et j'ai fait la même chose avec les élus locaux. J'ai proposé à chacune des communautés d'intervenir en conseil communautaire pour présenter le SCOT aux différentes étapes. J'ai proposé à l'ensemble des conseils municipaux de répondre à leur invitation s'ils le souhaitaient. Alors il y en a une dizaine, c'est 10% sur les 100 communes. Eh bien, c'est 10% qui peuvent faire tache d'huile avec un voisin. Là, j'ai à nouveau 3 depuis l'approbation qui m'ont demandé. Voilà, ça fait son chemin. J'ai présenté la loi climat-résilience aux conseillers du comité syndical après, pour expliquer cette loi et pas par le prisme du ZAN. Je leur ai dit, la loi climat-résilience, elle vise une meilleure alimentation, un meilleur air, une meilleure eau, de meilleurs paysages, une meilleure vie. Il y a une profession qui est vraiment clé de notre territoire, qui est au carrefour de tout ça, c'est l'agriculture. Donc arrêtons de leur piquer leur outil de travail. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a le ZAN, mais c'est la conséquence de la nécessité de cette souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, qui sont à cette croisée-là. Matériaux de construction, il y en a de plus en plus qui vont venir de l'agriculture, etc., sans compter le tourisme. Donc l'agriculture a vocation à être sanctuarisée, d'où ces mesures qui peuvent paraître coercitives, mais qui sont le moyen pour garantir cet avenir de l'agriculture. Pour finir, le maître mot pour exprimer autrement cet adage qui est au cœur de l'étude qui sort aujourd'hui et que vous allez trouver, choisir pour ne pas subir, je dirais, pour conclure ce propos, on n'écrit pas l'avenir d'un territoire sans les gens. Merci beaucoup dans nos échanges cette idée que cette dynamique de concertation, qui n'est pas juste un processus simple et pour le coup était certes ambitieux, mais il a obligé aussi le processus à être plus concret, à atterrir sur des choses tangibles et peut-être à la fin d'être plus ambitieux, ce qui est quand même essentiel. Oui, parce que, comme je l'ai dit, il a été davantage incarné. Ce n'est pas un truc de quelques élus, de 36 élus d'un comité syndical dans leur coin. Il y a vraiment des résonances avec la réalité de ce qui est vécu, de ce qui est souhaité, désiré être vécu sur le territoire. Ça donne des choses vraiment plus concrètes, oui. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter sans faire passer un micro pour avoir une ou deux questions. Est-ce qu'on peut avoir un micro qui tourne et des bras qui se lèvent si vous le souhaitez ? Une question. On passe tout de suite à la deuxième question. La première est toujours difficile à poser. Une deuxième question ? D'accord, par ces témoignages-là. Bon, bah écoutez, on est pour ça au clair. On va avoir tout le temps de discuter. Et une fois de plus, n'hésitez pas à envoyer alors plutôt des questions. Je veux bien, je ne peux pas rentrer dans la discussion pour le coup sur la boîte mail sur rns2022@dixit.net. Il y avait une question à l'État qui était posée dans la boîte. Alors personne ne peut répondre ici, mais je vais la poser, je vais la jeter comme ça. Elle sera sans doute entendue. Pourquoi il n'y a aucun spot publicitaire informatif de l'État sur le zéro artificialisation net à la télé ou dans les grands journaux nationaux? Sont-ils prévus? Sans doute aura-t-on des temps de communication et des temps de dialogue avec aussi le grand public à venir. Je voulais peut-être vous dire juste une anecdote pour voir le décalage entre les travaux qu'on mène aujourd'hui et la population. Je pense être, au niveau de Saint-Étienne Métropole, le vice-président qui signe le plus de courriers, même peut-être plus que le président, puisque la population, sachant qu'on est en train de réfléchir à un PLUI, tout le monde m'adresse des demandes de passage de terrains agricoles naturels en zone constructible. Et je signe des courriers, mais par dizaines, toutes les semaines. Et là, on n'a aucun besoin de monter en compétences techniques des citoyens, ils maîtrisent. Et là, le pompon, hier matin, avant de venir, j'ai signé un courrier d'une personne qui me demandait de faire passer 14 hectares constructibles. C'est pas 1000 hectares pour son fils ou ça, c'est 14 hectares d'un coup, noyés dans la nature, sans continuité urbaine, rien. Donc les gens attendent effectivement ce modèle de pouvoir aménager pour de l'habitat la totalité de nos espaces. Donc il va falloir expliquer ça. Une réaction ?
On a beaucoup évoqué la population dans cette table ronde, ce qui est évidemment le cœur du sujet, et les difficultés que peuvent poser ces problèmes de formation, de sensibilisation, de compréhension des enjeux, etc. C'est évident, les élus ne sont que, si on peut le dire, représentants de la vie majoritaire de la population et ne peuvent pas aller contre la population. Mais donc, moi, le message que je voudrais peut-être faire passer en conclusion, c'est que c'est le point central, c'est-à-dire cette acculturation, cette sensibilisation de la population au début des processus, comme vous l'avez très bien fait. Là aussi, c'est peut-être pas la peine de réinventer la roue. On a des tonnes de dispositifs existants de démocratie locale, de participation, les maisons de quartier, les maisons de seniors, etc. Il faut investir ces lieux-là pour parler des grands sujets. Et on a un comité scientifique dans notre association France Ville Durable qui travaille beaucoup sur ça, c'est la façon d'en parler à la population. Et moi, je suggère pour vos démarches de concertation, des débats non pas autour... Alors certes, il faut que les gens soient conscients des enjeux, un petit moment collapso au début, mais après, on en vient aux solutions. Quels sont les référentiels de nos conventions et imaginaires collectifs, considérés aujourd'hui comme complètement acquis, qu'il faudrait faire évoluer pour être compatibles avec les enjeux? On en a identifié 9, je vous en cite juste 2. Le confort. Qu'est-ce qu'on considère comme étant le confort aujourd'hui? Les 2 degrés de chauffage qu'on devrait économiser pour faire face à la crise du gaz russe l'hiver prochain, c'est un damarre porté par la population les 10 jours où il va faire froid. Ça coûte beaucoup moins cher que beaucoup de choses. On peut le faire tout de suite. C'est inconcevable. Parce que dans nos conventions collectives, chauffer un logement, la finalité, c'est quand même que l'habitant est chaud, le corps humain est chaud à la fin. Mais à votre avis, les kilojoules, ils servent à chauffer le corps ou ils servent à chauffer la coque? À chauffer les murs, les objets qui sont dedans, etc. Convention collective. Il y en a d'autres sur le confort. Une autre, l'esthétique. L'esthétique au rapport de l'utilité. Y avait-il des manifestations d'habitants au XIXe siècle quand on installait des moulins avant pour faire du pain, en jugeant que ça posait problème? Les moulins à vent du XIXe siècle, ils sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Les éoliennes, c'est des atteintes au paysage. Je retiens tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. L'énergie, c'est tout aussi important que le pain. Donc peut-être qu'on peut bouger un peu sur certaines conventions ou imaginaires collectifs liés à l'esthétique. Et il y a tout un tas de sujets comme ceux-ci avec lesquels on peut mettre en débat avec la population, sans forcément dire ce qu'il faut faire, en disant que pensez-vous, vous, population, de ces sujets-là? Et donc, si vous êtes intéressé, on pourra en reparler par la suite. On avait une question. Est-ce que je peux vous demander de vous lever et de vous présenter? Je pense que tout le monde vous connaît maintenant, mais c'est pour l'histoire. J'espère. Donc Jean-Paul Michaud. Moi, j'ai trouvé déjà très intéressant les débats qui ont lieu, ces tables rondes. Je crois que par rapport à ce qui a été dit, aujourd'hui, il y a une certaine incompréhension parce qu'on imagine nos territoires en fait comme une réduction de ce qu'on fait actuellement et non pas avec un vrai changement. C'est-à-dire on imagine toujours une maison individuelle avec du terrain autour, mais avec beaucoup moins de terrain autour. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Un SUV, mais moins gros. Voilà, c'est ça. Et donc, je crois que l'acceptation, elle doit passer par, effectivement, la compréhension qu'on ne continue pas la même chose. Et si on n'a pas, effectivement, ça rejoint ce qu'on disait, si on n'a pas la connaissance de ce qu'on peut faire, de comment transformer, on n'arrivera pas à l'accessibilité. Bon, j'y arriverai pas. L'acceptabilité. C'est comme artificialisation, voilà, c'est imprononçable. Voilà, il y a des mots comme ça qui sont terribles. C'est quand on discute avec nos collègues, effectivement, qui sont moins investis dans la prospective, dans l'aménagement, dans l'urbanisme, ils ont vraiment cette difficulté à appréhender les choses. Et peut-être aussi davantage dans les territoires plus ruraux, qui s'imaginent aujourd'hui qu'on va leur interdire finalement, et le mot interdire, c'est un mot fort, mais c'est le mot qu'ils entendent, interdire tout développement.
Alors le mot développement, comme vous l'avez dit, ça dépend ce qu'on y met, hein, la façon de développer. Mais voilà, je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser. Puis j'espère qu'on arrivera à apporter un petit peu des réponses sur ces sujets dans nos rencontres. D'ici demain midi, promis. Enfin, on va essayer. Il y avait une autre remarque ou question. Je prends celle-ci comme une participation au débat. Oui, bonjour, merci pour les échanges. C'était sur la notion... Oui, si vous pouvez vous lever, oui, merci. C'était sur la notion de la qualité de vie et la qualité du cadre de vie, essentiel voilà, au quotidien de nos habitants et à l'attractivité du territoire. Et la façon dont on a d'aborder les transitions énergétiques et le mix énergétique. Voilà, est-ce qu'on a une capacité de mesurer le point de rupture et le point d'acceptation ou les leviers d'acceptabilité supplémentaires? Parce que je vous rejoins, hein, on aura de toute façon à les faire accepter. Comment on y travaille? Merci. Merci pour votre question. On avait déjà échangé il y a quelques mois et oui, je suis d'accord avec vous. On a besoin de créer les conditions pour tendre vers ce triptyque et non plus cette acceptabilité. Donc ça passe par désirabilité, faisabilité. Donc pourquoi on choisit, pourquoi on en a besoin, et avec un discours positif des pouvoirs publics, toutes les échelles. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il faut que l'État communique davantage sur ces politiques publiques qui sont nécessaires, et ça participera aussi à leur désirabilité pour que ça soit bien relayé au niveau local. Sur la faisabilité, on ne peut pas développer un mix énergétique n'importe où pour des raisons purement techniques, environnementales, parfois réglementaires. Hein. Je ne vous cache pas que plus de la moitié du territoire français est interdit globalement à l'éolien terrestre pour des raisons aéronautiques. Peut-être se poser la question de prendre un peu moins l'avion pour mettre un peu plus d'éolien à certains endroits, par exemple. Et enfin, les conditions de réalisation. Et là, on touche au local. Et s'il y a bien un truc qui se développe depuis quelque temps, mais sur lequel on ne met pas forcément la seconde, c'est l'investissement des collectivités et l'investissement des citoyens dans les projets d'énergie renouvelable. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut porter davantage, qui peut faire partie des conditions de réalisation qui peuvent être portées dans le cadre d'un SCOT, voilà, comme des projets à faciliter. Parce que s'il y a partage de la valeur, on répond à la question de qu'est-ce que je gagne à changer effectivement mon cadre de vie, au-delà de ces objectifs nécessaires, nationaux, régionaux, locaux, de la neutralité carbone. Voilà. Donc je pense que c'est une voie, en plus des processus de concertation, c'est qu'il y ait une certaine manière, une compensation, une forme de justice sociale, de transition juste vis-à-vis des territoires qui vont voir effectivement, d'une certaine manière, leur paysage modifié et qui devra s'accompagner effectivement de ce changement de prisme sur l'esthétique. C'est peut-être ça la vraie décentralisation finalement. Sur cette question, il y a une mission en cours au CESE Île-de-France et un rapport auquel nous avons contribué, qui est assez intéressant pour le point de vue du MEDEF. On reposait la question différemment. L'environnement, c'est quelque chose de collectif, de partagé. Nous sommes dans une société profondément individualiste. Et en fait, tout le changement de culture, c'est d'accepter que l'effet systémique, il est global et que nous sommes en interaction et en interdépendance les uns avec les autres. Pour ma part, je suis ingénieure en chef, je ne crois pas qu'il y a les citoyens d'un côté, la société civile de l'autre. Je crois que quand on a le taux d'abstention qu'on a aux élections, on a nécessité de prendre la mesure de cet individualisme, de revenir à l'échelle de vie, de perception, les problèmes qu'ont les gens dans leur vie quotidienne, et le fait qu'ayant un certain nombre de problèmes à surmonter, c'est pas facile d'élever seul ses enfants, c'est un quart de la population adulte qui vit ça. C'est pas facile de travailler, élever ses enfants, s'occuper des parents vieillissants, etc. Du coup, c'est ça qu'il faut essayer d'insuffler. C'est vrai, il y a des messages Covid toutes les heures, sur toutes les chaînes. Alors, je ne sais pas, je
Je n'ai pas calculé combien de messages ça fait par jour et par an, mais c'est considérable. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand on travaille sur la prise de conscience de l'interaction, ne serait-ce que le masque, on y arrive. Donc l'échelle de temps, elle peut être assez rapide, mais il faut intégrer l'idée que nous sommes une société incroyablement individualiste, incroyablement fragmentée, qui parle d'identité, qui parle de communautarisation. Même en entreprise, on est confronté à cela. Et donc, si on veut véritablement se dire que oui, si on se met à 110 km/h sur les autoroutes, les 20% d'importation de pétrole de Russie, on va y faire face, c'est possible. Il faut être dans la relation, vraiment dans la relation et dans cette prise de conscience que ce qui se passe ici a un impact, là, ce que je fais a un impact. Le fait qu'il y a 5 micros sur la table, ça a un coût. Ça fait partie, ça fait pas partie de la décarbonation. C'est tout ça. Et je veux juste vous dire que tout ça, c'est possible. On a un représentant de l'AMF. Moi, je me souviens quand David Lisnard a dit « zéro plastique sur les plages à Cannes ». Bon, ça, c'était la révolution, mais à zéro plastique désormais sur les plages à Cannes. Les gens vont avec leur pique-nique différemment sur la plage. On peut changer les choses. Et tant mieux parce qu'on n'est pas des sociétés figées. Écoutez, merci. On va pas arrêter le débat là parce qu'il va continuer, mais en tout cas, on va arrêter la table ronde et rester sur ces mots. Une question, donc je vous remercie. On va passer à la suite. Il y avait une question sur la disponibilité de jeux de cartes pédagogiques auprès de la population sur ces questions-là. Je vais me permettre une publicité avec la fresque de la ville que vous pouvez le télécharger sur fresquedelaville.fr qui parle de ça globalement et qui est un jeu pédagogique à votre destination pour parler de tout ça. Merci beaucoup à tous les 5.